Remettre l'usine au milieu du village. La réindustrialisation de la France s'affiche comme une priorité politique, aux enjeux à la fois économiques et environnementaux. Le recyclage de friches industrielles bien situées, c'est-à-dire à proximité des villes, est donc nécessaire. Si cela fait à peu près consensus sur PowerPoint, c'est plus complexe à mettre en œuvre. Il y a parfois une barrière économique liée au recyclage des friches. Mais c'est surtout un frein psychologique. L'industrie, on la veut bien, mais loin de chez nous. Alors comment remettre les industries dans notre horizon urbain? Aujourd'hui, Sylvain Grisot rencontre David Bélanger, directeur de l'immobilier et de l'investissement chez le groupe Serle. Ce groupe a racheté en 2020 une friche industrielle au cœur de la métropole lyonnaise, rebaptisée Usine. Il y déploie un projet exemplaire de réindustrialisation en cœur de ville. Le site Usine nous enseigne plusieurs choses. D'abord qu'il est possible de faire du recyclage de friches sans générer de surcoût, et que s'insérer dans le tissu urbain ne génère pas que des inconvénients. Cela facilite aussi la visibilité du site, le recrutement, la mobilité des salariés, etc. Mais ça demande nécessairement de se poser d'autres questions au moment de penser le projet et de développer de nouvelles compétences comme celle de gestion du site. David Bélanger nous explique tout ça. Bienvenue dans notre podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la ville. Abonnez-vous et retrouvez toutes nos publications sur dixit.net. Bonne écoute! Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec qui va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait pour venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde demain. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. David Bélanger, bonjour. Bonjour Sylvain. David, tu es directeur de l'immobilier et des investissements du groupe Serle. Tu vas nous raconter ça, qui est qui et ce que tu fais là-dessus, bien sûr. Après, on a un sujet de conversation bien particulier qui est issu d'une visite que j'ai eu la chance de faire il y a quelques semaines dans la métropole de Lyon, à Vénissieux, la visite d'un site, un site productif, un site industriel qui s'appelle Usine Lyon-Paris. Vas nous raconter ça. C'est pas une anecdote ce site, c'est finalement un de ces sites industriels qu'on connaît, qui a eu une fin de vie et qui est particulièrement bien positionné. On est juste à côté du métro. Mais il y a une vraie particularité dans ce lieu, au-delà de son passé productif, c'est que celui-là s'est pas transformé en écoquartier exemplaire. C'est pas non plus devenu un quartier créatif. On n'a pas une friche industrielle culturelle, etc., etc. Non, c'est toujours un site productif. On produit des choses, on construit des choses, on invente. Alors sans doute pas de la même façon, sans doute pas les mêmes choses, et c'est clair sur un autre mode d'organisation, j'ai envie de dire. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ça peut-être? Présenter un peu la Serle, ta mission au sein de la Serle, mais surtout nous dire ce qu'était le site finalement au moment où il rentre dans ton champ d'intérêt. Usine, c'est une opportunité qui s'est présentée à nous, donc au groupe Serle. Le groupe Serle, c'est principalement une société d'économie mixte, donc un actionnariat public et privé, et qui a monté il y a maintenant une quinzaine d'années une structure de portage sur fonds propres qui nous permet d'intervenir justement sur le maintien d'une activité productive en milieu urbain. Donc on intervient en proposant différents immobiliers d'entreprise aux petites entreprises à la naissance sous forme de pépinière, ensuite en grandissant sur des villages d'entreprises et parcs d'activités. Et avant Usine, nous n'avions pas encore dans notre patrimoine et dans le parcours
possible offert au territoire de locaux d'échelle industrielle. Alors ce site usine sur le Vénissieux Nord, c'est un tenement qui a été occupé pendant de nombreuses années par un grand industriel, le groupe Bosch. C'est un site qui est né au milieu des terres agricoles déjà dans les années 30 avec un premier occupant dénommé Sigma. Le site a ensuite été repris par Bosch dans les années 70 avec un bâti de 30 000 mètres carrés sur une parcelle de 10 hectares destiné à de la production principalement autour de moteurs. Et c'est un site qui, effectivement, depuis le début des années 2000, avait un usage de moins en moins intensif par l'entité Bosch et donc très concrètement un usage productif des surfaces qui allait vers la diminution. C'est un site sur lequel Bosch a essayé de lui-même, comme on le voit aussi auprès d'autres industriels, d'accueillir des tiers pour et essayer effectivement d'entretenir quand même l'intensité d'usage. Mais ce n'est pas le métier forcément d'un industriel de pouvoir accueillir effectivement d'autres entités, d'autres entreprises productives et trouver la manière dont cohabiter. Donc Bosch, après une expérience au début des années 2010 de l'accueil de l'entité SIA qui fabriquait des capteurs photovoltaïques, a pris la décision à partir de 2015 d'une intention de se séparer de ce site dont il n'avait quasiment plus d'usage à cette date-là. C'est intéressant ce bout d'histoire parce qu'on le retrouve dans pas mal de sites industriels finalement. On a au-delà d'une fin de vie de certaines activités, on a aussi des transformations de la pratique industrielle, notamment dans la proximité urbaine et où le faire des sites qui étaient mono-utilisateurs, un industriel avec des grandes emprises, souvent d'ailleurs associés à des besoins énergétiques importants, des besoins logistiques significatifs, etc., etc. En fait, il y a toujours des besoins, mais plutôt pour plusieurs acteurs, avec des enjeux de mutualisation, de partage des espaces, etc. Et ça, finalement, c'est pas évident pour l'acteur industriel qui a l'habitude d'organiser son propre lieu. Donc on a des changements de pratique là-dessus qui sont propres à ce site-là. Qu'est-ce que tu... C'est vrai que pour l'industriel, dont on a demandé d'ailleurs à nos industriels depuis 40 ans, avant les années 2020, dans une politique de se faire discret, était même presque invité à faire faire en dehors de notre territoire national. S'ouvrir à l'accueil aux entreprises pose énormément de questions, y compris des questions tout simplement de sécurité, de ce qui se passe à l'intérieur de chacune des entités. Et donc j'évoquais tout à l'heure le terme d'opportunité, puisque quand Bosch s'est décidé à vendre et donc a mis en concurrence des acteurs de la place, assez tôt, les collectivités locales que sont Métropole de Lyon et la ville de Vénissieux, très attachées à ce site de par son histoire et ce qu'il représente dans la vie de la ville. C'est un site qui a pu accueillir un peu plus de 1500 travailleurs dans les années 70-80. On fait part à la fois de leur détermination à maintenir déjà au travers du zonage du PLU une activité productive, donc pas de mutation et donc effectivement pas une ouverture vers une transformation, comme tu l'évoquais dans ton préambule, vers d'autres fonctions de la ville, mais bien effectivement un site à conserver avec des activités productives. Et ces collectivités, néanmoins, ont aussi indiqué que c'est pas elles qui iraient directement porter ce site et une seconde vie. Donc nous, on a répondu finalement à un appel à projet lancé par la société Bosch
dans lequel nous étions invités à formuler avec en face des acteurs privés, ce qui est tout à fait normal aussi, à la fois une offre de prix, mais aussi une composition de projet et une lecture sur le devenir. Et donc, ce que nous avons proposé, qui a retenu l'attention et qui nous a rendu lauréat, c'est de développer ce site en l'ouvrant, en faisant un site multi-usager, tout en conservant les codes, certains codes fonctionnels et d'infrastructures que tu évoquais, notamment énergétiques. Donc, profiter, c'est pour ça que je parle d'opportunité, de profiter effectivement de toutes ces fonctionnalités préexistantes et d'en faire un site partagé. Ça, par contre, c'est la vraie différence entre l'occupation jusqu'à 2001 et notre prise de possession depuis 2021. Oui, donc là, on a des étapes clés, à la fois un industriel qui arrive au bout de son modèle, alors qui rentre dans une consultation publique, ce qui est déjà donc une démarche ouverte, ce qui est déjà un choix. Sur la base d'un choix politique, parce que quelque part, le fait de garantir la pérennité de la fonction productive, ça clôt une partie des débats. Ça calme aussi un certain nombre d'ardeurs, vraisemblablement, à la fois du monde de l'aménagement urbain traditionnel, mais aussi du côté de l'industriel. Ça clôt un certain nombre de pistes. C'est pas rien de se faire ce choix-là. Donc il y a bel et bien un choix politique, mais pour autant des collectivités qui sont pas porteuses de la suite. Donc c'est intéressant. Donc elles rendent possible sans pour autant faire. Et c'est là où vous arrivez. Donc maintien de l'activité productive, pour autant, rien que l'idée de dire multi-utilisateur, c'est une transformation importante, radicale du site aussi. C'est quoi le projet en fait ? Comment ça s'esquisse ? On disait on a un patrimoine de 30 000 m² qui sont peu ou prou là. On a un site de 10 hectares. On a cette proximité au transport en commun. On est inscrit dans la ville. Donc ça, c'est l'état de fait. Et une activité productive, la volonté qu'on continue de faire des choses sur ce site. Pour autant, vous dites qu'on va le faire très différemment. C'est quoi le projet ? Donc, au moment où on le récupère en 2020, on a effectivement un site qui bénéficie de tous les intérêts distribués par la ville. Tu as cité les distributions, mais mode doux, transport en commun, on est encadré par 2 arrêts de tram, 2 arrêts de métro et à moins d'1 kilomètre, une gare TER, une desserte routière. Et puis l'environnement de la ville, c'est aussi des services présents dans l'environnement, notamment des commerces, de la restauration, du loisir. C'est du logement, c'est des fonctions aussi d'éducation et notamment un lycée technique avec des activités et surtout des formations orientées justement sur des profils industriels. Donc c'est un environnement qui est là et qui est bénéfique finalement pour se dire que nous pouvons donner un second cycle à l'histoire industrielle. Transformer par contre ce site de manière à accueillir du multi-usager, ça c'est une réflexion particulière. Donc ce que nous souhaitions déjà comme premier prérequis, c'est que les entreprises au sein des 10 hectares ne se reclôturent pas elles-mêmes. C'est que nous ayons un parc industriel le plus ouvert possible. Dans quel but ? Dans le but de favoriser des échanges et dès lors des mutualisations, voire des synergies. Et ces industriels ont néanmoins besoin d'être sécurisés. Alors, conserver des codes qui préexistaient nous a aidés à traiter ce thème de la sécurité, puisque aujourd'hui, le site a un périmètre sécurisé dans le sens où on franchit une première entrée sur le site en se garant notamment en véhicule léger ou en arrivant depuis les transports ou les modes doux. Et ensuite, on franchit qu'en piéton ou en flux logistique la deuxième limite, pouvons-nous dire, qui permet, elle, d'accéder vers les espaces et les bâtiments.
Ce site, nous avions aussi identifié une capacité de pouvoir le densifier. On a monté l'opération avec une procédure d'urbanisme de type permis d'aménager, dans laquelle nous avons aussi pu donner à voir très tôt aux collectivités de nos intentions. Densifier, nous avons la capacité, et c'est ce que nous ferons, de doubler les surfaces dédiées à la production, donc de passer de 30 000 m² à 62 000 m² d'ici 2030. C'est donné à voir, bien sûr, sur le projet qui accompagne d'un point de vue environnemental le développement, un cycle de l'eau court par des créations de bassins de rétention, infiltration et un retour à la nappe des eaux pluviales favorisées. Une désimperméabilisation du site malgré la densification, parce que c'est vrai que les sites industriels du siècle dernier avaient tendance à avoir des fonctionnalités extérieures extrêmement imperméabilisées, pour faire simple, des grandes surfaces d'enrobés, que nous avons requalifiées puisque les utilités, les usages ne sont plus forcément les mêmes. On y reviendra au travers des entreprises et des typologies accueillies. C'est aussi partager les mêmes enjeux que la ville en termes d'îlots de chaleur et donc de savoir ramener de la végétation sur différentes strates, au-delà de surfaces perméables, de rapporter une strate arbustive et arborée, de travailler aussi des terres fertilisées directement in situ, ce qui diminue les flux de poids lourds. Donc vraiment d'avoir un aménagement intentionné qui, comme on saurait le faire aujourd'hui autour d'aménagements publics, puisse se transposer sur un site industriel. Et puis bien sûr au niveau bâti, d'avoir des bâtis au-delà de leur fonctionnalité, exemplaires aussi d'un point de vue environnemental, aussi bien sur le travail de l'enveloppe thermique que l'usage énergétique. Donc on est bien face à un vrai projet urbain, au sens complet du terme. On parle du bâti existant conservé, qui est transformé, tu pourras nous en parler, qui est adapté plus exactement, en tout cas qui reste pas dans son jus. Des nouvelles constructions, des espaces ouverts, des espaces publics, une réflexion sur le cycle de l'eau, etc., etc. Un projet global qui reste, quoi qu'il en soit, un projet 100% productif, avec un parti pris qui est pas de subdiviser une grande emprise en différentes emprises privées, dont on sent bien que derrière on peut avoir des propriétaires qui sont chacun chez eux. Il y a un nous, il y a une barrière à l'entrée, c'est pas un espace public, mais il y a un nous et il y a une logique collective avec des acteurs différents qui interviennent dans leurs espaces privatifs, mais qui sont tous locataires. Et ça dit des choses aussi en termes de capacité de mutualisation, alors à la fois de surface, mais peut-être aussi de gens, voire même d'idées. Alors, c'est bien beau tout ça, mais c'est pas rien, c'est 10 hectares, 30 000 hectares à bâtir, mais 30 000 hectares aussi à réhabiliter. C'est de l'investissement. C'est, je disais, des locataires, donc une gestion locative, et c'est aussi un collectif, donc une animation de ce collectif. C'est pas des lieux qui peuvent vivre tout seuls. Est-ce qu'on peut ouvrir un peu le capot de tout ça et dire qui fait quoi? On a bien compris que la Serle était à un moment prend une initiative en tout cas, mais dans un contexte politique, un contexte institutionnel aidant, avec une volonté politique là-dessus. Comment ça se traduit de façon opérationnelle, y compris en donnant quelques chiffres? Déjà sur la densification du site, on a récupéré des surfaces, des très grandes surfaces en fait productives du patrimoine de Bosch, de halles de 10 000 m², et puis des plus petites de 800 m². Donc sur les surfaces que nous apportons dans les nouvelles créations, l'objectif est de venir compléter l'offre et de permettre des parcours d'entreprise. Parcours d'entreprise, c'est des accompagnements quand une entreprise grandit,
et lui donner la capacité de le faire sur le site au gré des libérations. Mais c'est aussi de savoir accompagner une entreprise quand elle est en difficulté. Et malgré voilà un site relativement récent dans son exploitation pour nous, on a déjà accompagné 2 entreprises qui, dans des accidents malheureusement de parcours, ont toutefois survécu. Donc une est passée de 750 mètres carrés à 150 mètres carrés, une autre de 10 000 mètres carrés à 1000 mètres carrés. Donc il faut aussi comprendre que le modèle locatif qui plaît bien aux startups, mais pas que, qui plaît aussi à des grands groupes, y compris internationaux, on pourra revenir au travers des locataires accueillis sur le site, offre finalement cette souplesse. Certes, nous sommes en bail commercial, mais nous sommes avant tout là pour accompagner nos locataires, et donc c'est des échanges périodiques sur leurs besoins, sur l'état de santé de la société, et donc sur la manière dont on les accompagne. On a évoqué donc ces synergies. Ces synergies, elles peuvent passer dans cet espace qui favorise les échanges, avec notamment un lieu central animé par une association, la Ruche Industrielle, nous permet effectivement de créer des échanges et du coup du partage de matériel, de personnel entre nos locataires. Pour revenir sur le montage, donc sur le montage, la SAS Usine, c'est une société de portage qui a été montée donc par Serlimo au sein du groupe Serl, la Banque des Territoires et la Caisse d'épargne, qui portent. Donc là, ça c'est SAS, Société Anonyme. On est donc sur une société de projet. Société de projet dédiée, puisqu'on a un investissement de 80 millions d'euros. C'est une échelle qui méritait effectivement de constituer une société dans laquelle nous investissons bien sûr sur l'acquisition du terrain qui s'est fait et de l'immobilier qui s'est fait fin 2020, sur son réaménagement et sur le développement donc des nouvelles surfaces. Et on a recours de manière assez traditionnelle à de l'emprunt. Donc on est sur des mobilisations fonds propres de l'ordre de 20% et recours à l'emprunt de 80%. On est donc sur un flux locatif. La réhabilitation permet d'offrir un certain nombre de surfaces qui sont déjà diversifiées, mais le neuf permet d'amener encore plus de diversité et de couvrir un champ de besoins plus large. On a, avec la Ruche, une animation du collectif, mais une gestion aussi locative qui, elle, est déléguée à la Serl. C'est ça, là, il y a une question de métier et de savoir-faire aussi là-dessus. Il faut avoir les mètres carrés, mais encore faut-il savoir les gérer, non Il faut savoir les gérer, puis on a profité aussi des utilités qui préexistaient pour les mutualiser. La production de chaleur dans les locaux et la production de froid pour ceux qui ont besoin de température maîtrisée relèvent d'installations centralisées qui sont gérées au quotidien par des équipes techniques de l'exploitation, des salariés du groupe Serl, alors qui s'appuient ensuite sur des prestataires techniques, mais le pilotage effectivement est bien chez nous. Donc il y a à la fois un pilotage technique et un pilotage de gestion locative, oui. C'est important ce point-là, parce que ça veut dire qu'à un moment, pour être plusieurs sur le lieu, c'est pas un gros qui accueille des petits, avec toujours des questions de priorité et des formes de tension. Là, il y a bien un tiers dont c'est le métier. Donc là, on retrouve des questions de compétences qui vient animer, organiser, gérer un site dans une gestion qui peut être extrêmement technique. Cette question des utilités est pas du tout un détail, et notamment pas du tout un détail pour les gens qui sont là. Il faut que ça marche, mais qui vient gérer ça pour chacun. Une forme d'intermédiation là, des nouveaux intermédiaires là-dessus, sur des typologies d'activités productives sur lesquelles traditionnellement on a quand même des PME qui sont propriétaires de leurs locaux, ou des grands groupes qui sont de plus en plus locataires, mais souvent locataires d'un seul et même site. Donc là, on a un petit peu à la fois un glissement sur un statut locatif, mais aussi de la mutualisation. Ça s'adresse, comme tu le disais,
aux startups, c'est-à-dire en tout cas des structures productives qui ont déjà besoin de produire mais qui ne savent pas exactement quelle va être leur courbe de croissance, éventuellement de décroissance, qui doivent répondre à des besoins de projets, ou ça s'adresse à des PME classiques. Enfin, on est sur un marché immobilier de niche ultra spécifique ou pas? Nous, on souhaite s'adresser à tous. Après, il y a la réalité et on est là en effet pour se dire les choses sur le constat de qui est accueilli au final aujourd'hui sur Usine. Alors, je précise en préambule qu'on ne s'était pas donné de tonalité filière. Ça, c'est un choix de résilience qui nous appartient, mais on constate également que ces entreprises ont besoin pour se développer de fonds, qu'elles s'orientent naturellement à la fois vers des fonds d'investissement et vers des établissements bancaires, et que cette strate finalement crée déjà dans l'accompagnement au développement des entreprises un premier filtre, puisqu'on a des entreprises, en tout cas pour les plus récentes dans leur existence, qui ont toutes un domaine de sensibilité sur des activités circulaires, que ce soit sur de la récupération de terres stratégiques, que ce soit sur de la valorisation de textiles, de pièges à carbone, de transformation de déchets alimentaires en compost. Donc vraiment une tonalité circularité qui n'était pas un désir initié de notre part, mais qui relève aussi de ce qui est plus facilement accompagné en termes de financement à l'heure actuelle. Au final, on a aujourd'hui dans les locataires les deux grandes extrémités du spectre industriel. On a 4 groupes internationaux qui sont présents sur le site, parce qu'effectivement, ces entreprises-là sont à la fois friandes de trouver du clé en main, des sites qui, d'un point de vue énergétique, sont étudiés, mais sur lesquels elles n'ont pas forcément à prendre la main sur la gestion, et on est raccordé au réseau de chaleur qui délivre de l'énergie depuis une production biomasse. On délivre de l'électricité produite sur site issue d'installations photovoltaïques et utilisée en autoconsommation collective. Et puis on a à l'autre extrémité du spectre des startups qui ont pu trouver naissance dans différentes pépinières sur Lyon, chez Axel One, chez Insavalor, qui étaient très intéressées, elles, ne sachant pas ce qu'elles seront dans 3 ans, taille identique, 3 ou 10 fois la taille, peut-être plus petite si accident de parcours, et qui, elles, dans une offre locative où finalement, là aussi, elles trouvent des dispositifs clés en main d'immobilier, d'énergie, des déplacements qui leur facilitent le recrutement, ont été séduites et enthousiasmées par le projet Usine, et échangent déjà entre elles, puisque elles ont des stades de maturité équivalentes, le font d'autant plus qu'elles ne sont pas dans des mêmes domaines concurrentiels, et partagent déjà soit des outils, soit des ressources humaines. Oui, donc l'effet de mutualisation, il a lieu, mais c'est intéressant de se dire que on a finalement des entreprises qui choisissent, non pas parce qu'elles ont été choisies dans une thématique, ce qui est souvent le cas. Il y a des stratégies qui sont parfois très marquées, souvent d'ailleurs plutôt du fait d'une analyse au doigt mouillé ou un effet collatéral d'un PowerPoint de consultant. Mais passons. Là, c'est pas le parti pris que vous avez eu, et pour autant, il y a des entreprises qui s'assemblent parce qu'elles ont des synergies, pas nécessairement parce qu'elles font le même boulot. Intéressant pour la stratégie. Quelles sont les prochaines étapes ? C'est déjà allé vite, le site aujourd'hui est en pleine activité. Pour autant, un chantier en cours. On a de la construction, les 30 000 hectares neufs sont pas construits. C'est quoi les prochaines étapes opérationnelles, et quelque part, toi, les prochaines étapes de vie du site auxquelles tu es attentif, puisque on accueille des entreprises, mais c'est une société de projet qui se pense aussi avec ses risques, avec ses étapes de vie.
On a une actualité toujours extrêmement riche sur le site, puisqu'il est à la fois en développement et en exploitation. On a dans son développement une pépinière qui est en cours de construction à l'entrée du site, qui sera livrée à l'été 2026. On va lancer le chantier suivant probablement d'ici la fin de l'année sur les surfaces de taille intermédiaire, les 400 à 800 mètres carrés, donc pour suivre les sorties de la pépinière. Et puis, ça correspond déjà à des demandes qui sont faites sur le site. Continuer à développer l'offre d'autoconsommation collective avec l'équipement des parkings en ombrière. Et à la fois, le site est déjà dans sa vie et dans son exploitation. Et on a déjà du parcours de locataires et donc des sorties. On a par exemple l'entreprise Symbio qui arrivait de Grenoble avec 70 salariés, qui a été hébergé sur usine pendant 4 ans pour développer son démonstrateur et puis qui a rejoint maintenant la vallée de la chimie de par des seuils d'hydrogène qui ne sont plus compatibles avec la ville, donc qui a libéré 10 000 mètres carrés. Et là, on vient de faire rentrer sur la moitié de ces 10 000 mètres carrés de la recherche et développement en analyse médicale. Donc, on est aussi dans la vie et dans la rotation déjà en place. On est dans le planning que nous nous étions donné, donc cet objectif d'avoir vraiment 62 000 mètres carrés à l'horizon 2030, 2032 sera tenu, mais un projet toujours très vivant et très très enthousiasmant avec cette particularité. On l'a évoqué au fil de la discussion, mais de bien comprendre qui sont nos industriels et quelle est leur vie. On n'est pas sur un projet uniquement d'aménagement ou d'immobilier, on est sur un projet de vie industrielle, de parcours économique et un projet de relation à la ville. Les passerelles avec le lycée technique en termes de formation, mais pas que, en termes de connaissances. Nos usines, je l'ai évoqué un petit peu plus tôt, à qui on a demandé d'être confidentielles, depuis 2020 et ce renouveau industriel, on demande dans un temps très court de savoir réattirer les talents, de savoir réattirer des intérêts, de retravailler à l'échelle de notre société un imaginaire industriel. Sa usine se veut aussi ouvert. Donc on a fréquemment des visites de scolaires, de publics adultes, d'accueil, de retour à l'emploi, avec des locataires très enthousiastes aussi de pouvoir donner à voir sur leur production, avec l'appui bien sûr aussi de la ruche industrielle dans cette compréhension de ce qu'est notre industrie contemporaine. Oui, la réindustrialisation, ça se fait dans des sites comme usines. Ça se fait dans des mètres carrés, dans des surfaces qui sont disponibles pour faire, mais ça se fait aussi dans les têtes. Et ça, c'est un sujet important. Comment est-ce que l'industrie, la production revient aussi dans un regard assumé. Alors, y compris dans la ville, et c'est ça qui est vraiment intéressant avec usine, ça reste une exception dans ces sujets-là. Et justement, c'est peut-être un peu la question de fond, c'est-à-dire il se fait des choses là qui sont intéressantes dans un lieu d'exception qui a bénéficié qui bénéficie de cette localisation, qui a bénéficié d'une attention aussi des pouvoirs publics, qui a bénéficié d'une attention du privé aussi, pour arriver à mobiliser des fonds, à monter ce projet, etc., etc. Mais en quoi est-ce qu'on apprend des choses, peut-être pour des lieux moins exceptionnels ou d'autres? C'est qu'est-ce qui s'invente là, qui pourrait servir à d'autres, en bien ou en mal d'ailleurs. Les Québécois ont l'habitude de parler des bons et des mauvais coups. Quel bon coup tu retiens et tu mettrais en avant pour les collègues qui voudraient se lancer, pas nécessairement dans la métropole de Lyon évidemment, et quel mauvais coup aussi tu ne rejoueras plus la prochaine fois? Dans ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est notre capacité finalement à avoir des activités productives en milieu urbain et de pas se donner
de nous-mêmes. Là, je parle vraiment au sens large, aménageurs, collectivités, de freins trop tôt par rapport à une cohabitation avec les fonctions de la ville, que sont l'hébergement. J'ai sur la limite est du logement résidentiel collectif, au sud-est en logement individuel, et puis d'autres fonctions, toutes les fonctions de la ville dans l'environnement. On a des activités productives qui sont complètement compatibles avec la ville. Elles ne le sont pas toutes. J'ai évoqué un parcours vers la vallée de la chimie, mais aujourd'hui, on a 20 locataires, 40 000 mètres carrés exploités désormais, avec des activités qui ne créent pas de nuisances ou si elles ont pu en créer, en toute honnêteté, on en a eu quelques-unes au niveau acoustique, on a su les traiter par des points de vigilance, par des échanges, justement, aussi avec les riverains. Donc, surtout, sauter de l'esprit que industrie égale nuisance. Non, ce n'est pas le cas, pas pour toutes. Et donc, celles qui peuvent être accueillies dans la ville, finalement, profitent encore une fois de tout ce qui est apporté par un environnement urbain et favorise aussi les recrutements. Mais ces environnements urbains, c'est aussi ceux qui, en termes d'infrastructures, sont desservis, y compris sur des volets énergétiques. On a énormément appris avec ce site. Ce sur quoi nous nous étions pas lancés sur usine et sur lequel nous pensons que nous pouvons progresser et nous nous y penchons sur notre prochain projet industriel, c'est aussi de mutualiser des fluides spécifiques. Donc sur usine, on distribue effectivement des fluides que je vais qualifier d'immobilier. J'ai parlé de chaud, de froid, d'énergie électrique, mais distribuer de la vapeur, de l'air comprimé, d'autres fluides industriels qui relèveraient d'un socle commun attendu. Ça relève de dispositions techniques sur lesquelles nous avons des moyens nous-mêmes en interne. Ça relève de montages qui sont maîtrisés parce que des collègues ont pu le faire, notamment sur Minatec dans le territoire voisin de l'Isère, mais probablement d'autres, sur tout simplement des bâtis d'utilité de service avec vraiment une continuité dans la production et dans la qualité distribuée. Et ça permet de mutualiser effectivement et d'éviter à un industriel de porter lui seul une dépense spécifique de production de fluides. J'en reviens quand même à notre environnement à la ville. Comme tout dossier, on démarre par des concertations. C'est ce qu'on a mené même avant 2020. Comme toute première séance de concertation, on y va toujours un petit peu avec la boule au ventre, puisque dans ces séances-là, et c'est bien normal, dans les projets plus traditionnels, on a les personnes qui ont plus des demandes et des interrogations, mais parfois même des formes un petit peu ce sont des formes catharsis, d'expression de colère. Et là, je me souviendrai toute ma vie de cette première réunion de concertation. On n'avait que des sourires, alors que le site Bosch est un site pour lequel l'aventure se terminait quand même avec des plans de départ pour les salariés, mais finalement, ces riverains avec qui nous avons échangé avaient tous une histoire dont ils avaient plutôt gardé le bon souvenir. Et c'est une réunion de concertation où nous n'avions que des personnes avec des sourires qui venaient découvrir avec un enthousiasme partagé qu'on allait redonner un cycle de vie productif. Et rien que de cette séance-là, nous nous sommes dit avec mes collègues, ok, on tient quelque chose. Déjà, l'environnement est acquis à la cause. On va pouvoir développer effectivement
un nouveau cycle de vie. Et ce qu'on a fait sur usine est reproductible. Déjà, il n'y a rien qui m'a coûté plus cher que sur que sur un projet plus traditionnel. On s'est reposé des questions sur tout un tas de choses, notamment, encore une fois, sur la manière d'aménager les surfaces, la manière de proposer des énergies et des mutualisations. Sur tous les sujets, on a fait des calculs financiers comparatifs parce qu'on les devait à nos actionnaires. Il n'y a pas une action qui m'ait coûté plus cher que la manière de faire traditionnelle. Donc ça, je reste à la disposition des auditeurs qui s'interrogeraient sur des sujets qu'on a pu évoquer lors de cet échange, Sylvain, pour rentrer dans le détail. Excellent. Merci. Et puis c'est bien de finir par ça, finalement, que la question du fer, de l'industrie, de la production, ça fait partie de la vie, ça doit donc faire partie de la ville, et qu'il y a des attachements à tout ça, et c'est vrai qu'on le voit. Il n'y a pas d'industrie plus nuisante, plus mal acceptée qu'une industrie qui s'effondre, c'est-à-dire que c'est au moment où elle est plus pourvoyeuse d'emploi, plus pourvoyeuse de futur, où tout à coup, la machine qui faisait déjà du bruit avant devient insupportable, où les odeurs qu'on tolérait ne sont plus tolérables. Hein, et ça, on le voit. Donc, quand on donne un futur à cette activité-là, elle redevient aimable et bienvenue dans la ville. Pour autant, c'est des vrais partis pris et ça nécessite d'être défendu. On voit bien que là, on a une conjonction d'acteurs, de regards et de compétences aussi, je garde ça en tête, hein. Une compétence de gestion qui n'est pas que de la gestion immobilière, qui est bien de la gestion de sites productifs, de sites industriels. Vous avez développé des métiers, des savoir-faire internes qui ne s'acquièrent pas comme ça du jour au lendemain. David, peut-être que tu as un conseil de lecture ou une vidéo ou autre en guise d'ouverture pour les auditeurs. Je précise évidemment qu'on mettra toute une série de liens dans les commentaires du podcast de façon à aller plus loin sur la découverte de ce lieu. Oui, merci Sylvain. Donc pour moi, l'incontournable pour une révolution industrielle d'Anaïs Voigilis. On est vraiment sur un ouvrage où à la fois on revient sur l'histoire industrielle, mais surtout on se projette sur le renouveau industriel et en élargissant justement la focale à l'échelle du projet de société. Et puis sur le site de Civil Architecture, agence d'urbanistes et d'architectes vraiment spécialisés dans l'immobilier productif, que ce soit en milieu urbain et en périurbain, avec des densifications et réappropriations de zones d'activité et commerciales, différentes parutions et des documents vraiment ressources sur leur site internet. Oui, on ne manquera pas de mettre les liens, en effet, de ces documents qui sont toujours intéressants. David, on ne manquera pas de refaire un tour sur le site d'ici pas très longtemps, en fait. Ça va tellement vite que les transformations peuvent se toucher du doigt très rapidement pour visiter ça. Puis on te remercie pour cette visite. Merci à toi, Sylvain, et puis avec plaisir pour accueillir des groupes de visite, partager de l'expérience. On doit collaborer pour massifier effectivement ces réappropriations à l'échelle nationale de friches industrielles ou de territoires qui ont pu perdre ces usages. Merci de le faire et de le partager. À bientôt. Au revoir.